Vous écoutez Cinéphile de notre temps. Notre invité tombe dans la marmite du cinéma dès son plus jeune âge. Il alterne séances en salle et visionnage domestique sur les chaînes nationales et en VHS. Il fait des études d'anglais, mais n'oublie pas le 7e art pour autant, en consacrant notamment son mémoire à la cigarette dans les films hollywoodiens. Il travaille d'abord au service presse du Festival de Cannes, puis comme attaché de presse pour le programme Midnight Madness du Festival de Toronto. Aujourd'hui, il partage son temps entre Cannes Classique et le marché international du film classique du Festival Lumière à Lyon. Et à travers les réponses qu'il a données à notre questionnaire, nous avons découvert un homme dont le rapport au cinéma semble joyeux et entier, convoquant avec enthousiasme égal des blockbusters, des films d'exploitation et de genres divers et quelques raretés des cinémas hongrois et pakistanais. Il a traversé la moitié de la France pour nous faire l'honneur d'être à Paris aujourd'hui avec nous et nous le remercions beaucoup. Bienvenue Gérald Duchossois et merci d'être là malgré un parcours semé d'embûches. Merci à vous pour l'invitation en tout cas. Alors on va commencer par une petite citation surprise. Alors, les festivals sont par essence des événements se déroulant à une échelle modeste, mais à leur meilleur, ils peuvent avoir un impact durable et concret. Pour paraphraser Dziga Vertov, les festivals de cinéma engendrent les films. C'est bien sûr vrai de Cannes, contribuant avec un grand sens du devoir à faire connaître des cinéastes qui n'existeraient pas aussi bien sans son soutien. Mais les petits festivals ont également leur importance. Ils rajoutent à notre sens de l'histoire du cinéma. Et donc c'est une citation librement traduite de Peter von Bahr, qui donc était cinéaste, documentariste, directeur artistique du Festival de Bologne, et voilà. Alors, c'est vrai qu'à notre échelle, les festivals pour lesquels je travaille sont des grands festivals qui ont une importance capitale à la fois en termes d'image, de business. Il y a un grand aspect marché aussi, de glamour avec des tapis rouges, la présence d'artistes. Et puis évidemment en termes de vitrine pour les films qui sont exposés qui sont programmés, sélectionnés bien évidemment puisqu'on reçoit des propositions du monde entier. Moi la section dont je m'occupe au Festival de Cannes est un peu dans cet esprit-là aussi, c'est-à-dire qu'on reçoit beaucoup de propositions et qu'on offre une vitrine à des films de patrimoine qui vont ressortir dans les années à venir, parce que là je vois effectivement les ressorties de Rossellini. C'était le projet Rossellini qui a bien mis je pense ça a dû prendre une dizaine d'années pour que les films puissent être restaurés et puis être à nouveau disponibles sur le marché. Et là, je les vois sortir et je pense que le dernier, c'était ce qu'on avait programmé en 2015. Donc, ça fait déjà pas mal d'années que les films étaient prêts. Après, ça met un certain temps en fait pour que les films à nouveau puissent retrouver une vie dans les salles, dans les festivals, en télévision, en DVD Blu-ray. Enfin, il y a alors j'ai l'impression de parler que de marché. Là, c'est pas tellement artistique, mais en tout cas, effectivement, les festivals comme le nôtre offrent cette visibilité. Et puis aussi, je travaille au sein du marché international du film classique, donc l'aspect commercial, au bout d'un moment, occupe pas mal l'esprit et on voit effectivement comment essayer d'aider les films pour qu'ils trouvent une vie et de voir si effectivement la place à Cannes Classics, par exemple, est la bonne. Pour certains films, c'est le cas, et pour d'autres, beaucoup moins. Donc, il y a aussi ça qui entre en ligne de compte. Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en ligne de compte pour la programmation, la qualité des restaurations, le sérieux des entités, la variété aussi de ce qu'on peut proposer, de ce qu'on peut nous proposer, les grandes cinématographies, des cinématographies à découvrir ou à redécouvrir, des grands films, des grands auteurs. Enfin, il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte, et puis aussi la présence d'artistes quand ils sont encore parmi nous et qui peuvent venir présenter les films. Ça, c'est quand même une des grandes constantes de Cannes Classics. Chaque séance doit être un événement en soi. Après, ça dépend du film, ça dépend des artistes. Enfin, il y a beaucoup de choses à chaque fois qui sont excitantes et qui font qu'il y a une grande énergie pendant le Festival de Cannes, et donc qui effectivement concourt à appuyer ce que dit Peter von Bahr. Après, effectivement, les festivals plus petits sont aussi capitaux parce qu'ils permettent d'aller découvrir bon nombre d'artistes dans des conditions qui sont parfois plus
j'allais dire plus agréable. C'est pas vraiment en tout cas plus décontracté que ne peut l'être Cannes, parce que Lyon est quand même un festival vecteur d'une ambiance extrêmement agréable. Le public est très réceptif, très décontracté, viennent là vraiment pour se faire plaisir, les artistes aussi. Cannes, il y a tout de suite une pression, même au niveau du patrimoine. On sent que y a une importance capitale, il y a des choses qui jouent à différents niveaux, et tout de suite ça prend une importance capitale qui est décuplée par la force de cet événement cinématographique qui occupe une place centrale quand même dans le cœur des cinéphiles du monde entier. Je pense qu'à ce niveau-là, les grands festivals sont toujours très importants, et Cannes revêt toujours une part de glamour, de volonté artistique forte, et puis aussi de business, parce qu'il y a un marché qui est extrêmement important, et tout ça concourt à vraiment faire du festival un endroit totalement particulier. Alors moi, j'y travaille depuis 2002, donc j'ai cette chance. Il faut la saisir, et ça demande effectivement beaucoup d'énergie, d'endurance, et puis aussi il y a différentes composantes en fait dans le travail qu'on fait. Ça peut être des choses extrêmement basiques parfois, comme tenir un horaire, être sûr d'être là à l'heure, de réunir les équipes, et puis à côté de ça, il y a effectivement des velléités artistiques qui sont mises en avant par la vitrine qu'offre le Festival de Cannes. Mais on va en parler de ton travail en festival à travers certains films dont tu nous as parlé. On va commencer ton portrait avec la première question qu'on t'a posée. Et donc on t'a demandé, sachant que, comme on l'a dit dans la présentation, tu as écrit un mémoire entier sur la cigarette dans le cinéma hollywoodien. Donc, grande surprise, on t'a demandé un cigare ou une cigarette, et tu nous as répondu par les deux. Tu nous as répondu par, Fight Club de David Fincher, avec Brad Pitt, que tu juges être l'une des dernières grandes stars à fumer. Et tu as l'impression qu'il représente la fin d'une époque aussi, j'ai l'impression. Oui, film. à la fois le film, et puis effectivement la présence de Brad Pitt, qui pour moi est vraiment une star hollywoodienne. D'ailleurs, je l'avais mis en couverture du mémoire. Hein. J'avais agrémenté le mémoire de photos. Alors ça devait être en 98, donc on pouvait aller chercher des images sur Internet. C'était la grande chance qu'on avait. On a fait aussi pas mal de captures d'écran avec mes deux meilleurs amis à partir de DVD, donc la qualité était honorable. Effectivement, maintenant rien à voir avec la qualité des Blu-ray et des photos HD qu'on pourrait tirer, mais en tout cas ça permettait d'avoir une illustration, et ça rendait quand même le mémoire plus vivant, parce que c'est parfois un peu dru d'avoir uniquement du texte. Et, surtout pour le cinéma. Oui, surtout pour le cinéma, c'est quand même assez dommage de s'en tenir à du texte, même si l'écrit est très lié au cinéma, il n'y a aucun doute là-dessus. Un scénario, ça peut être uniquement du texte, puis après il y a des travaux préparatoires, donc on peut effectivement voir les notes d'intention, des inspirations picturales. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça qui rejoignent un peu l'écriture du mémoire et la réflexion qu'on peut mener par rapport au cinéma. Effectivement, Brad Pitt était pour moi l'incarnation de cet esprit j'allais dire de coolitude, mais oui, ça rejoint un peu Tarantino, avec qui il a fait un film récemment, et donc le fait d'être cette présence hollywoodienne de la star, de ce personnage cool et accessible, et puis qui continue à fumer. Et il y en a de moins en moins, effectivement. Là, j'ai encore vu des photos dans Vanity Fair de Brad Pitt qui continue à fumer. Je pense qu'il doit avoir 60 ans ou 62 ans. Enfin, il est quand même très très bien conservé pour son âge. Il doit faire énormément de sport, et il continue à fumer, et d'autres choses. Oui. Et c'est quand même assez impressionnant de voir cette présence filmique qui continue à être fumeuse. Et c'est plus si courant là. Je regarde un peu toutes les nouvelles stars du type Timothée Chalamet, mais je pense qu'ils fument pas. Et d'ailleurs, ça se voit hein, dans la façon dont ils représentent des fumeurs à l'écran. C'est quand même assez rare maintenant de voir des acteurs qui savent fumer. Avant, c'était plutôt l'inverse. On voyait beaucoup d'actrices et d'acteurs qui fumaient extrêmement bien, qui avaient des véritables présences corporelles grâce à la cigarette, et ça se voit de moins en moins. C'est de plus en plus, on a l'impression qu'ils crapotent, ça fait un peu élève de troisième, donc c'est un peu dommage, je trouve, et ça donne moins de puissance au fait de faire fumer les acteurs, parce que c'est pas quelque chose qu'ils maîtrisent forcément. Mais pourquoi cette cigarette, justement, dans le film de David Fincher, pour toi, elle peut être un symbole de ce changement de monde ?
Alors c'est ça qui est vraiment. Alors le film en lui-même, pour moi, est vraiment un film de fin de millénaire, quoi. C'est la destruction totale. D'ailleurs, ça se termine comme ça. Hein. Donc, on assiste à la destruction du monde sous nos yeux. En tout cas, les deux personnages principaux, c'est ce qu'ils vivent sous leurs yeux à travers ces grandes tours qui sont celles de la modernité, qu'on a beaucoup vu arriver dans les années 60 puis 70. Hein. Le roman de Ballard, IGH, c'était vraiment ça qui a été adapté en film par Ben Wheatley il y a pas très très longtemps. Je pense que ça devait être 2014. Effectivement, c'est ça, c'est l'avancée de notre univers. On voit bien la Défense, ces grandes tours là, avec tous ces gens qui peuvent plus travailler actuellement, qui sont en télétravail, cette concentration, cette masse qui va vers la hauteur, souvent de la finance. Voir ça en destruction à l'écran me paraissait vraiment capital, mais ça c'était vraiment pour la fin. Et le film est à la fois technologiquement très très important parce qu'on voit bien effectivement qu'on assiste à un montage numérique, donc on est vers la fin d'une certaine époque. Le 35 mm est extrêmement propre. Quand on voyait le film, c'était vraiment bluffant, quoi, de voir la qualité de l'image. Alors Fincher, c'est quelqu'un qui fait vraiment attention à l'image. Hein. Pour ça, il est assez génial. Hein, l'attachement qu'il apporte à la netteté de l'image est vraiment très très impressionnante. Et de voir qu'il exploitait aussi bien le montage numérique, la qualité apportée à l'image et au soin de l'éclairage assez orangé, avec une force dans les noirs, vraiment nous amenait vers la fin d'une époque. Et cette époque-là aussi, elle passait par le corps, par cette volonté de remettre le corps au centre du film. Et un acteur, c'est un corps de prime abord. Après, moi, pour ça, j'aime bien effectivement cette représentation physique des personnages. Je suis pas un grand amateur du texte à proprement parler. Pour moi, c'est pas capital. J'adore Steve McQueen, par exemple, en représentation iconique. En revanche, quand je l'entends parler, là, je repense à un film où il jouait avec Natalie Wood, où il avait mis enceinte Natalie Wood. Et ils avaient beaucoup d'échanges, de dialogues. C'était assez dynamique, donc un peu dans le respect de la screwball comédie, mais plutôt pré-nouvelle Hollywood. J'ai plus le titre du film en tête, un film du début des années 60. Et il parlait beaucoup. Et il avait une voix assez nasillarde. Et franchement, ça marchait pas très très bien. Sa présence était géniale, son jeu, sa corporalité, mais sa voix par rapport à celle de Natalie Wood faisait qu'il perdait en impact. Et donc, ce que j'aime aussi dans Fight Club, c'est l'importance du corps et cette représentation physique. Un peu, Brad Pitt, c'est un peu Dionysos, quoi, dans le film. Il acquiert une force démentielle. Et donc, le fait de donner à ce cinéma de fin de millénaire une représentation physique qui allait jusqu'à l'affrontement de ces hommes qui entrent en lutte face à eux-mêmes et qui, pour exister par rapport à tous les métiers de tertiaire vers lesquels vont les sociétés occidentales, sont obligés de revenir vers un affrontement physique très trivial, très primaire peut-être. Très primaire, exactement. Voilà, c'était ça. C'était l'adjectif que je cherchais. Elle appartient à un monde beaucoup plus primaire aussi, beaucoup plus physique, beaucoup plus... Et qui va disparaître, hein, je pense. Parce que effectivement, la cigarette, à la fois, c'est un plaisir, c'est un accompagnement dans nos comportements relationnels. Hein. On peut demander une cigarette à quelqu'un, nouer connaissance... nouer connaissance grâce à un briquet, grâce à la cigarette. C'est assez magique, hein, pour ça, la cigarette. Ça permet tout de suite d'engendrer des conversations. On rencontre des gens grâce à la cigarette. Il s'en dégage quelque chose à la fois physiquement, en termes de mouvement. Enfin, c'est assez magique. Après, pour la santé, ça l'est beaucoup moins. Effectivement, on sent bien que l'oppression pulmonaire va être terrible. En revanche, ce que ça apporte à la voix pour les acteurs, c'est assez magique, quoi, parce que ce grain qui est apporté, quand j'étais enfant, il y avait encore Ménie Grégoire qui existait, même adolescent, parce que je crois que son émission a duré pendant longtemps, où elle faisait parler les auditeurs à l'antenne tard le soir sur France Inter. Bon, c'est vrai qu'il y avait grâce à la voix, on entrait tout de suite dans une connivence. Et ça, chez les acteurs, c'est assez magique, hein, la présence, la puissance de la voix. Pour ça, grâce à la cigarette, donne vraiment un grain et un impact en plus. Et ça, on le ressent bien dans
dans Fight Club, effectivement, ça passe par la cigarette. Ça met dans un imaginaire d'une certaine manière. Mais tu voulais dire, Clément? Oui, sinon tu nous as répondu aussi par un cigare qui, lui, pour le coup, appartient vraiment à une autre époque. Et c'est celui de Schwarzenegger dans Predator de John McTiernan. Oui, alors c'était aussi pour symboliser la toute-puissance du personnage et des personnages physiques des années 80. Parce que dans les années 80, on voit a posteriori, mais déjà à l'époque, on voyait bien effectivement que c'était la fin d'une époque et que le fait de fumer allait surtout vers des personnages suicidaires. Quand on pense par exemple à Mel Gibson dans L'Arme fatale, c'est quelqu'un qui va se donner la mort. Comme sa femme est morte, il est devenu, il a des tendances suicidaires extrêmement puissantes. Et quand on voit Bruce Willis dans Piège de cristal, c'est la même chose. Le personnage, il va vers la mort. Il va affronter tout un gang de terroristes pour aller sauver sa femme. En attendant, il subit à chaque fois des menaces physiques qui sont telles que la cigarette représente ce côté casse-cou et de dire voilà, moi aujourd'hui je fume mais je sais que ça va me mener vers la mort. Or ce qui n'était pas le cas dans les films noirs des années 40 où effectivement les personnages fumaient et se donnaient une contenance par rapport à ça, ou alors allaient dans le sens d'une certaine normalité de la société. Et puis aussi il y avait un jeu sur la lumière qui était magnifique, et puis une influence de l'expressionnisme allemand qui était manifeste. Donc tout ça en fait montrait une évolution, et Schwarzenegger c'était ce personnage hors du commun, surdimensionné physiquement, d'une force et d'une résistance tout à fait incroyable, et qui symbolisait aussi la puissance, aussi bien physique que financière, parce que le cigare c'est la puissance, un peu la richesse. Oui, c'est ça, c'est l'homme qui a réussi, qui fume des barreaux de chaise. Moi je déteste le cigare, je trouve que vraiment c'est horrible, ça vous emplit les poumons d'un coup. Autant la cigarette j'aime beaucoup, mais le cigare je trouve que c'est assez terrible. Et donc c'est aussi montrer une puissance financière, un accomplissement vraiment du surhomme. Et donc ça c'est vraiment passionnant. Et il va affronter un monstre venu de l'espace. Basiquement c'est ça. Et ce cigare en fait est vraiment à la fois drôle, et puis aussi parce que il est surdimensionné par rapport à cet homme qui lui-même est hors de toute proportion humaine, quoi. Mais on va continuer à parler du corps, parce que notre seconde question c'était si tu étais une couleur au cinéma, laquelle serais-tu? Et tu nous as parlé du bleu du ciel et du jaune, de l'or des blés dans la scène de départ de Superman, dans le premier Superman de 1976 fait par Richard Donner. Oui. Donc est-ce que tu peux nous parler de ces couleurs qui sont un peu des couleurs presque d'Épinal finalement dans ce film? Quand on voit cette scène, la scène dont je vous ai parlé, je pense qu'elle commence en fait avec donc la mère de Clark Kent, donc Superman, qui l'a recueilli. La caméra est très proche d'eux. Oui, alors au début elle est dans la cuisine, on voit qu'elle sort des céréales, les Cheerios, donc une marque qui évidemment était inconnue pour nous en Europe, sauf que ils avaient payé $25 000 pour être présents à l'écran. Donc on voit effectivement la scène est magnifiquement éclairée. Le directeur de la photographie c'est Geoffrey Onworth, qui est le chef opérateur de Stanley Kubrick sur 2001, donc vraiment un très très grand technicien. On voit que la photo est là, elle est assez sombre, et après il y a souvent pas mal de plans surexposés dans le film. On sent qu'il met qu'il insiste vraiment sur les spots. Faut vraiment qu'il y en ait beaucoup, faut vraiment que ça se voit. Et là, l'image est assez sombre, et donc sa mère adoptive va se mettre face à la fenêtre. Donc là, c'est marrant parce que ça rappelle un peu les plans clichés du cinéma des pays de l'Est. Et donc c'est assez drôle parce que là, il y a plus de dialogue. Et là, on a l'impression d'être dans un film de John Ford plutôt, quand on voit la caméra qui la regarde face à la fenêtre. Nous, la regardant face à la fenêtre, on a plus l'impression d'être dans La prisonnière du désert finalement que dans un film de super-héros. Non pas que John Wayne ne soit pas un super-héros, mais en tout cas, on est dans cet esprit-là, et ça, c'est vraiment impressionnant.
Après, on voit effectivement le parcours qu'elle accomplit pour aller le rejoindre. Donc, il y a évidemment un plan de coupe. Et puis, elle arrive près de lui qui est en train de regarder l'horizon, qui regarde vers le nord. Et donc, il y a son parcours dans les blés. Et donc, on voit le ciel, mais magnifique, avec vraiment une toute puissance toute américaine. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que le film n'a pas été tourné dans le territoire américain. Enfin, le territoire nord-américain, oui, mais il a été tourné près de Calgary, au Canada, qui était des territoires agricoles, ce qui est moins le cas aujourd'hui, mais qui des territoires agricoles très très forts. Et donc on a ce ciel bleu magnifique, un peu à la Norman Rockwell, quoi, si vous voulez vraiment. Et cette puissance des blés vraiment donne une vision de l'Amérique, de cette Amérique vraiment des champs, parce que l'Amérique est constituée en grande partie de champs, de terres encore vierges, et donc c'est pas l'Amérique c'est pas encore l'Amérique, ce qu'on va voir dans le film après, c'est pas encore l'Amérique des villes, celle qu'on connaît plus ou dont on a plus l'habitude, c'est vraiment l'Amérique de ces terres qui sont cultivables, cultivées et vraiment qui était un peu inconnu pour nous, en tout du moins, qui venait pas à l'esprit en priorité. Et donc la mère va aller voir son fils, qui va lui dire qu'il va quitter le nid, en fait, c'est ça. Et donc c'est vraiment, la scène est vraiment très très émouvante, et c'est assez bluffant de voir des scènes qui sont inspirées du grand cinéma de Ford, enfin en tout cas pour moi, c'est comme ça que je le lis. Ce que je retrouve beaucoup moins dans les films de super-héros à l'heure actuelle, où on semble, pour moi, on se détache un peu trop d'une certaine tradition du cinéma. Non pas qu'on doive rester proche des canons, mais par exemple, là, dans le dernier Justice League de Zack Snyder, là, le Snyder Cut, pendant 4h30, on a l'impression qu'on redémarre à chaque fois. Or, c'est pas le cas dans ce Superman de Richard Donner. Une fois qu'on a posé les personnages, on avance. Et lui-même avance, puisqu'après, il va partir vers le nord à pied. Donc, il y a toujours un mouvement comme ça qui est assez incroyable, parce qu'elle passe aussi faire la physicalité. Il part pas en voiture, non, il part à pied. Donc il y a à chaque fois ce parcours vraiment initiatique pour revenir vers le nord, pour retrouver ce qu'était la planète Krypton. Donc je trouve qu'on arrive à se lier aux personnages exactement comme si on était eux, puisqu'on a tous fait des parcours comme ça qui peuvent être assez proches de ce qu'il peut éprouver, et d'abandonner ses parents aussi quand on est enfant. Je trouve que c'est quelque chose qui marque énormément, quoi. Le départ du nid, c'est vraiment et elle lui donne sa bénédiction. Ça, c'est assez génial aussi, parce qu'elle cherche pas à le retenir, elle lui dit ne nous oublie pas. Et ça, c'est quand même magnifique de dire ça, quoi, à son enfant. En remontant encore plus loin dans la cinéphilie de Gérald, avant les départs du nid et les parcours initiatiques des héros, nous avons évoqué ces visionnages enfantins sur un superbe magnétoscope en leasing. Il nous a expliqué d'où vient ce drôle de terme et nous a raconté le premier film vu sur cette machine, le truculent western de Tonino Valeri, Mon nom est personne. Mes parents avaient acheté un magnétoscope en leasing. Alors, c'était un peu comme les voitures, je pense que ça se fait encore. Explique-nous un peu, parce qu'on n'est pas de cette génération-là. Alors, les magnétoscopes à l'époque étaient tellement chers, donc je pense qu'on parle de 1981. Les magnétoscopes étaient excessivement chers. Je crois que mes parents l'avaient payé à l'époque 10 000 francs, si je dis pas de bêtises. Donc, ce qui représentait une somme vraiment très conséquente. Et en fait, on achetait le magnétoscope et on versait une certaine somme tous les mois pour qu'à la fin, le magnétoscope soit à vous. Donc ce qui paraît complètement incroyable aujourd'hui, hein, mais en fait, les magnétoscopes étaient vraiment très très chers, et c'était juste un peu avant que ça devienne très courant et que l'explosion du magnétoscope soit répandue dans tous les foyers. Donc on en a eu un assez tôt. On était 2 dans l'immeuble à avoir un magnétoscope. Donc au 3e, j'avais un copain qui s'appelait Julien, et dont le père aussi avait un magnétoscope. Donc on allait souvent voir des films chez lui. C'est là que j'ai découvert Rocky, dont on va reparler voilà. plus tard. Bon. On va pas devancer. Mais donc celui-là, c'est Mon nom est personne, voilà, de Tonino Valeri. Oui. Et donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu cette première fois où tu l'as découverte, et pourquoi en fait c'est cette cassette-là qui a été montrée en premier? Eh ben, c'est ça qui est vraiment étonnant, c'est qu'il avait cette cassette qui lui servait de cassette de test. En fait, il met la cassette et on avait déjà dépassé le milieu, donc j'imagine que il utilisait la cassette à différents moments de la journée. Au moment où il installe le magnétoscope, il fait tout le raccordement, donc il met une cassette pour qu'effectivement on voit le film, et donc on arrive à un moment où on aperçoit Henry Fonda
donc qui était l'incarnation du western et ses magnifiques yeux bleus. Et puis on avait à côté Terence Hill, qui était lui beaucoup plus dans le versant comique du western, en tout cas de la dégénérescence du western, de ce que ça a pu amener en tout cas vis-à-vis du western. Et donc c'était étonnant de voir cette rencontre. Et donc on a la musique qui retentit, et je pense que l'un des premiers 45 tours que j'ai eu, c'est la musique du film, qui est assez géniale aussi. Ouais, qui est fantastique. Ouais, qui est vraiment assez incroyable, quoi, que j'écoute encore et qui résonne dans ma tête et qui donne vraiment cet aspect magique au cinéma. Je pense que la musique de Morricone, pour ça, elle est incroyable parce que elle accompagne le cinéma dans toute sa splendeur, et vraiment on est porté par la musique. Moi, comme je vous l'ai dit aussi dans ce questionnaire préparatoire, avant, j'accorde une énorme importance à la musique, et donc commencer par ça et voir ce western, finalement c'est un western italien, de voir la toute puissance du western américain, et puis cette rencontre avec le western italien, de voir la musique de Morricone, vraiment c'était un éclat, quoi, vraiment. Et c'est vrai que c'est un western qui a un peu un changement de monde aussi, parce que il est beaucoup moins sérieux que les westerns d'avant. La musique le montre aussi dedans. Et on a vraiment, Henry Fonda incarne le vieux western, et l'acteur plus jeune incarne le nouveau, et qui est imbibé de cet ancien, mais qui est beaucoup plus drôle et beaucoup plus enjoué finalement. Oui, il y a le passage de relais, effectivement, qu'on voit bien dans le film. Le film parle de ça, hein, c'est la fin d'une époque, la fin du western, et donc la découverte du western italien, que j'ai longtemps préféré au western américain, parce que c'était effectivement... Alors, ce que j'aimais plus dans le western italien, c'était cette espèce de décrépitude et de côté crade au western. J'ai toujours, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu du mal à croire que ça pouvait être aussi propre que un peuple qui s'établit, des peuples qui s'établissent dans un territoire naissant, qui était déjà là, mais pour lequel ils vont créer une société naissante. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu du mal à croire que ça pouvait être aussi pur, même si j'adore Le Train sifflera 3 fois, hein, je trouve que c'est un film génial, mais d'ailleurs Sergio Leone a beaucoup repris les thèmes du Train sifflera 3 fois dans ses films, mais je trouve que c'est assez génial d'arriver d'exploiter les thèmes du western pour en faire une réinterprétation de l'époque et de la dégénérescence des années 70. Et cette VHS, tu l'as beaucoup revue par la suite ? Oui, j'ai regardé le film de nombreuses fois. Je pense qu'il nous l'avait laissé, puisqu'on a regardé le film en entier. Énormément. Oui, en entier, oui. On regardait les films en entier. C'est marrant parce que je vois beaucoup d'interviews de Tarantino, enfin un peu moins maintenant, mais en tout cas à une époque, à ses débuts, il parlait beaucoup de la VHS et du fait qu'il regardait que des bouts de films, chose que moi je n'ai jamais faite. Je sais qu'il y avait aussi des gens qui faisaient des mixtapes avec des montages, mais moi c'est jamais quelque chose qui m'a enthousiasmé. J'étais vraiment pris par le film dans son ensemble. Mais on va sortir des intérieurs et on va passer au cinéma en plein air. On t'a demandé le film idéal à voir en plein air, par exemple à Cannes sur une plage. Et donc tu nous avais répondu. Je vous ai répondu Easy Rider. Je pense qu'effectivement c'est le film qui est idéal parce que à nouveau c'est la représentation du territoire américain. Alors je pense que vous allez me trouver obsédé par les États-Unis et par les corps et par la musique. J'ai pas fait les études d'anglais pour rien, hein. Effectivement, je pense que beaucoup de mon amour pour le cinéma passe par les États-Unis, hein. Il y a une relation de cause à effet, et puis pas une ambivalence, mais un lien entre les deux qui est extrêmement fort. J'ai découvert le cinéma grâce notamment au cinéma américain, mais pas que. Enfin, ça, on pourra en reparler après, notamment via la VHS. On avait quand même beaucoup de propositions qui venaient d'un peu partout. C'était assez génial pour ça. Et donc, Easy Rider passe aussi par la découverte de ce territoire américain et qui est magnifiquement filmé par Denis Hopper et puis le chef opérateur Laszlo Kovacs, qui venait de Hongrie.
Donc, ce qui est assez génial en y repensant après, c'est de voir que ce chef opérateur arrivant d'un pays où il y avait une contrainte extrêmement forte sur leur cinéma, les arts et leur vie, même s'ils ont réussi à quand même même s'ils ont fait des chefs-d'œuvre et de très grandes œuvres, cette technicité qui est amenée, cet œil extérieur qui est amené et qui visionne le territoire américain et qui nous en donne un rendu à nous en tant que spectateurs européens est carrément magique. À ce niveau-là, c'est vraiment une des choses que je préfère dans Easy Rider. Après, il y a des choses que j'aime moins dans le film, mais en tout cas, le territoire américain en lui-même, filmer le territoire américain à moto, à l'arrière d'une voiture, pour donner toute la puissance vraiment de l'Amérique, des champs, des usines, de la route à proprement parler, vraiment est magique. Je pense qu'il y a d'autres films dont on pourrait parler comme ça sur la route américaine. Electra Glide in Blue, par exemple, est totalement génial et vous donne un aperçu de la route totalement magique, quoi, qui vous emmène ailleurs. Mais c'est un peu ce qu'on ressent quand on va aux États-Unis et qu'on fait de la route aux États-Unis. Pour ça, c'est assez magique. Mais pour en revenir à Easy Rider, du coup, la projection en plein air sur la plage à Cannes a eu lieu. Je crois que c'était pour les 50 ans du film. Oui, c'est ça. Effectivement, on a programmé le film 2 fois. C'était logique, du coup, de le faire en plein air comme ça. Ça s'est pas posé comme question, quoi. Pour moi, ça prenait tout son sens. C'est-à-dire qu'on découvrait le film sur un écran gigantesque, qui est l'écran du cinéma de la plage, donc la plage Massé qui est juste à côté du Palais des Festivals, et on découvrait ça en plein air avec le ciel juste au-dessus, la mer à côté, et vraiment voir ce territoire américain dans toute sa puissance, et en même temps aussi une part de sa dégénérescence, parce qu'on est à la fin des années 60 et donc il y a un tel mouvement dans le film, à la fois moteur, avec la moto, le parcours qui est accompli, et puis aussi dans la société. Tout ça grâce à la drogue, nous amène quand même vers une découverte des cieux qui vraiment sied totalement au cinéma de la plage. Il y a dans la cinéphilie de Gérald au moins 2 constantes. La volonté de donner à voir toute la mémoire du cinéma dans son travail et un goût de spectateur pour le thriller, l'horreur et l'étrange qu'il a pu explorer au Festival de Toronto dans la catégorie Midnight Madness. Ainsi, nous l'avons interrogé sur sa mémoire de cinéphile, mais avant cela, nous lui avons demandé de nous conseiller quelques films à voir une fois la nuit venue. On a parlé donc de Rob Zombie, de Lords of Salem, qui est un film qui est très très inspiré à la fois de Roman Polanski et puis aussi de Jodorowsky. Vraiment, je pense que ce sont les bases du film. Grossièrement, c'est un peu ça. Il y a aussi le Velvet Underground qui revient à intervalles réguliers. C'est aussi un film de sorcière. Donc là, il y a vraiment des racines païennes qui sont aussi celles d'Halloween, vraiment qui rappellent le folklore américain, même anglo-saxon, quoi, de manière plus générale. Et ce qui est assez fort avec Rob Zombie, vraiment, c'est même dans les films moins réussis qu'il a pu faire dernièrement, c'est qu'il vraiment lui, il ancre les films dans un territoire américain, et ils sont plus très nombreux à faire ça. Et on voit qu'il y a beaucoup de films qui sont tournés dans le nord des États-Unis, voire au Canada. Et je trouve qu'on perd quand même quelque chose là-dessus, et je trouve que Rob Zombie, pour ça, c'est assez génial. Il a un certain attachement à la culture populaire aussi. Il est musicien lui-même. Oui, alors là, le son était exceptionnel. Franchement, je pense que au niveau du son et de la musique, c'est l'une des meilleures projections que j'ai jamais vues de ma vie. C'est un cliché de dire ça, mais quand la musique a commencé et qu'il y avait les musiques de Rob Zombie avant que la séance ne commence, mais c'était juste génial, quoi. Vraiment, on était transportés. Et après, quand on allait vers le film, on était vraiment dans une autre dimension, quoi, cauchemardesque, terriblement cauchemardesque. Et propre à la nuit, du coup. Ah, mais complètement, parce que c'était une nuit de cauchemar, mais on fait pas que des beaux rêves et des jolis rêves pendant la nuit.
Est-ce que tu veux dire un petit mot de Maniac Alors Maniac, oui, c'était une séance au festival de l'étrange À Paris. À Paris, oui, donc avec mes 2 meilleurs amis, Stéphane et Cédric. Et donc on avait pu voir en copie neuve le film qui passait lors d'une nuit. Donc c'était le film d'ouverture de cette nuit. Je pense que ça commençait à minuit, donc on avait fait la queue. C'était très festif, et donc on a pu voir Maniac pour la première fois. Avec une fin aussi dantesque, hein, qui vraiment rappelle le cinéma de Mario Bava. William Lustig en parle de manière un peu détournée dans le commentaire audio qu'il a fait du film, en disant qu'il y avait les films de Bava qui étaient projetés sur la 42e rue, ce qui est sûrement vrai, et la fin rappelle quand même beaucoup les exactions et les poupées et les mannequins qui sont assez manifestes chez Mario Bava, mais même Bava probablement a amené ça dans le giallo, et après ça a été repris de nombreuses fois. Et effectivement, il était très très inspiré par le giallo et les couleurs qui arrivent à la fin, ces personnages qui prennent vie. Enfin, tout ça effectivement concourt à ramener Maniac à la fois à l'ancrer dans le territoire new-yorkais, et puis aussi à le ramener de manière assez proche du giallo à l'italienne, voire du film vraiment de dégénérescence italien, un film d'horreur. Alors, jusqu'ici, on a déjà parlé de beaucoup de films. T'as réussi, sans qu'on te le demande, à faire des liens entre des cinéastes et entre des films. Et la question suivante, ça tombe bien, c'est que à force de travailler pour des festivals, notamment pour le cinéma de patrimoine, etc., on t'a demandé comment fonctionnait ta mémoire de cinéma. Et tu nous as dit que tu trouvais ça assez drôle comme question parce que justement tu te la posais toi-même. Oui, c'est assez drôle parce qu'effectivement c'est un cheminement qui fonctionne de moins en moins grâce à l'écrit. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler, je prenais énormément de notes, je notais tout et je barrais au fur et à mesure. Et plus ça va, moi je fais ça. C'est-à-dire que j'avance de plus en plus en me reposant sur ma mémoire, ce qui n'est pas toujours une très bonne idée. Je pense que il faut quand même continuer à noter, à se fixer des lignes de travail et à se dire que qu'on accomplit effectivement certaines missions. Après, ma mémoire en tant qu'amateur de cinéma, elle fonctionne de mieux en mieux grâce à ça, et elle fait beaucoup de liens entre tous les films, les personnages, les thèmes. Elle fonctionne de mieux en mieux comme ça. C'est très étonnant. Du coup, plus tu revois les films, plus tu te souviens ? Tu revois pas forcément les films? Je revois pas tant que ça les films. Je suis pas quelqu'un qui a besoin de revoir les films tant que ça. Après, pour le travail, si, toujours. Ça, c'est vraiment une règle qu'on se fixe. C'est indispensable de revoir les films quand on travaille dans le cinéma de patrimoine pour voir si effectivement les films ont bien le statut qu'on pensait qu'ils avaient dans la programmation que l'on fait, et puis aussi de voir la place qu'ils ont laissée ou pas dans l'histoire du cinéma. Ça aussi, c'est très important. En revanche, au niveau personnel, je revois assez peu les films. C'est pas quelque chose que j'éprouve très fortement. Au contraire, j'ai toujours envie de découvrir. Et ça pousse à aller au-delà. Et le fait pour moi de revoir en permanence des films me permettrait pas d'aller découvrir. Et je pense que il y a toujours une envie, j'allais dire un appétit. Ouais, c'est un peu ça, de découvrir les films, des films actuels et puis des films anciens. Je pense que c'est ça aussi qui permet d'avancer et qui permet de découvrir en permanence des films et du cinéma de manière générale. Donc la mémoire, vraiment, c'est assez terrible parce qu'elle s'en va pas. Au contraire, elle est de plus en plus présente. Donc tant mieux. Ça veut dire que même en vieillissant, ça fonctionne toujours. Mais on va la faire marcher là parce qu'on va passer à notre série carte blanche. On va te demander de décrire une scène comme si tu y étais. C'est ça. Et alors, tu nous as choisi la séquence d'ouverture, la très belle séquence d'ouverture du Samouraï de Jean-Pierre Melville, donc porté par Alain Delon, par le son du Canari et la musique de François de Roubaix. Alors, on a effectivement le générique qui n'est pas ponctué par de la musique. Déjà, on a l'écran noir avec la société de production qui apparaît, Prodis, les producteurs. Donc ça, tout de suite, on sait effectivement qu'on est au cinéma. Et
Personnellement, ça me rappelle toujours cet aspect business dont je vous parlais tout à l'heure, qui est assez important parce que ça situe quand même le cinéma. Le cinéma, c'est aussi quand même accompagné par de grandes maisons, Warner, Gaumont, Pathé. Il y a toujours cet esprit-là qui arrive et qui est pour moi très important dans le cinéma et qui est accompagné par les grandes maisons. Et qui dit quelque chose du film. Et qui dit quelque chose du film, exactement. Quand on voit les films Warner des années 30, on pense tout de suite effectivement à un certain type de cinéma. Quand à l'heure actuelle, on voit des films Sony, on voit effectivement qu'ils accompagnent un grand cinéma d'auteur. Quand on voyait les films de Miramax à une époque dans les années 90, quand j'étais jeune adulte, on savait à quel type de cinéma on avait affaire. Donc il y a tout de suite un imaginaire de cinéma qui vient vers vous. Là, vous avez un plan fixe, la caméra qui est fixe, posée sur un pied. On a l'impression d'avoir affaire à une peinture. Donc vous avez du bleu, de grandes fenêtres qui sont dessinées, du marron aussi qui apparaît un petit peu. Et vous avez de la fumée de cigarette qui est vraiment au milieu de l'écran. Alors ça, quand j'ai revu l'extrait, je me suis dit mais c'est pas possible. Je travaille toujours sur les mêmes choses, c'est incroyable. Et c'est une chose à laquelle j'avais jamais pensé particulièrement. Donc vous avez cette fumée qui est en suspens, vraiment magnifique. Ces deux grandes fenêtres et vous avez au plafond donc l'éclairage des fenêtres qui part vers, elles sont rectangulaires, bien parallèle. Alors ce qui est assez drôle parce que pour les appartements parisiens où les fenêtres sont souvent celles de poètes à une époque où on voit que quand vous faites refaire des fenêtres, les fenêtres sont jamais à la bonne mesure, donc il faut toujours faire des fenêtres exactement qui aillent pour le bon format de fenêtre qui est toujours un petit peu déstabilisé par rapport à ce que ça devrait être, donc c'est assez drôle. Mais à la fois c'est une création humaine, c'est une création de menuisier, donc c'est ça qui est assez génial en même temps. Et donc vous avez les véhicules qu'on voit passer dans le reflet qui est sur le plafond. À gauche, vous avez un premier miroir, une cheminée, si je dis pas de bêtises. Face à vous, vous avez le canari, mais vous voyez tout ça d'assez loin. C'est pas un plan dont vous êtes très proche. C'est vraiment, vous avez vraiment l'impression d'être face à un tableau. Ce qui vraiment vous fait prendre conscience, outre le fait que l'on voit les véhicules qui passent dans le reflet des fenêtres qui est sur le plafond et cette fumée de cigarette qui est en suspens, mais qui pourrait très bien être une fumée peinte, c'est le fait qu'il y a un personnage sur la droite qui est allongé sur le lit et vous reconnaissez les traits d'Alain Delon, mais de loin. Et ce qui est assez génial, c'est que vous avez probablement une des plus grandes stars de l'époque, sur lesquelles vous mettez pas l'accent tout de suite. Donc vraiment, vous créez un décor de cinéma, mais c'est pas tellement comme ça qu'on a l'impression d'assister à l'ouverture du film. C'est ça qui est assez fort aussi. Vous avez cet isolement, ce personnage seul dans une chambre parisienne qui rappelle quand même beaucoup du cinéma de l'époque. Hein. C'est marrant parce qu'on disait souvent que Melville était le père de la nouvelle vague, où on va effectivement revisiter des appartements parisiens assez souvent. Et donc là, vous avez le canari qui piaille et dont le son revient comme ça à intervalles réguliers. Et vous n'avez aucune musique. Alors ça, c'est quand même très fort de se dire que vous assistez à un générique sans musique. Donc vraiment, il n'y a pas c'est pas le cliché. Et vous avez l'équipe technique qui apparaît au fur et à mesure. Et Alain Delon, donc le Jeff Costello, le personnage qu'il interprète, mais on ne sait pas encore qui il est. Ce personnage solitaire, seul, sur son lit, qui pourrait très bien être un personnage dépressif, hein, qui fait penser un peu à L'Homme qui dort ou au film d'Alain Gessua, ce personnage isolé qui a été joué par Charles Denner, vraiment vous fait penser à comme un mannequin qui commence à s'animer. Donc c'est comme si un personnage de cinéma prenait vie sous vos yeux. Et puis, il se saisit d'une cigarette qui est sur la table qui jouxte le lit. Et ce qui est vraiment très étonnant, c'est qu'il fait un geste et qu'il va poser la cigarette sur son front avant de la mettre à la bouche. Alors ça, c'est vraiment étonnant. Ça, j'arrive pas à expliquer pourquoi il fait ça. C'est comme s'il entrait dans une prière. C'est vraiment très, très étonnant. Et donc, il va chercher son briquet. Il a une façon bien à lui d'allumer la cigarette. Et ça, après, on la retrouvera tout au long du film. Ça, c'est génial aussi d'arriver. Plus on en revient à ça. Effectivement, la gestuelle du corps, le fait d'allumer une cigarette, comment on tient. Il a sa montre qui est à l'envers, ça on le verra après. Il allume la cigarette d'une certaine façon en inclinant son poignet et en repliant l'avant-bras pour que la flamme saisisse en fait le bout de la cigarette. Et ça, on le voit de loin là au début quand il commence à fumer.
Et donc on a à nouveau la fumée qui se répand. Là, on voit bien qu'effectivement on est dans une vie qui se manifeste. Et ce qui est très étonnant, c'est que on a un jeu, je pense que c'est sur l'obturateur, qui de la caméra, avec un jeu qui se met en branle, et je pense que c'est ça qu'ils font pour qu'on ait cet aspect à nouveau stromboscopique comment dire comme si l'image était bougeait, mais alors qu'elle ne bouge pas. Voilà, comme si l'image bougeait alors que et aussi il y avait un mouvement alors qu'on n'a pas de mouvement. Donc je serais très curieux de savoir comment ils ont fait ça, parce que ils se sont pas approchés, il y a pas de zoom, on voit bien, hein, c'est pas là-dessus, c'est pas le moment où ça s'approche. Je pense que c'est vraiment avec ça qu'ils jouent. Donc ça rappelle un peu aussi le cinéma des origines, parce que on est dans une création où on se demande finalement comment ça marche et comment on peut créer ça. Et c'est aussi, ça permet aussi de dire attention, ça va prendre vie. Mais c'est assez drôle que tu parles de cinéma des origines, parce que effectivement tout est muet pendant un certain temps au début. Oui, et ça rappelle beaucoup Ozu. Alors je sais que c'est un cliché parce qu'on est dans le samouraï, mais je pense que Melville, je me souviens plus, j'ai pas lu les entretiens là qui ont été faits avec Rui Nogueira depuis la parution du livre dans la collection Cahiers du cinéma. Ça devait être en 94 ou 95, donc ça fait quand même longtemps. Donc je me souviens plus exactement s'il en parle, mais là ça vient de ressortir chez Capricci, donc il faut lire ça. Je pense qu'il y a une influence du cinéma japonais, mais c'est une influence plus du ressenti que véritablement de la recréation formelle. Oui, je pense que c'est vraiment l'influence que ça lui a laissé. Il faut voir qu'à l'époque, les films étaient quand même, une fois qu'ils étaient sortis, c'était quand même beaucoup plus dur à voir. Donc même si Melville avait sa salle de projection et se faisait projeter des films grâce à des copies qu'il avait, soit à mon avis, il appelait les studios et je pense qu'on lui prêtait des copies. En tout cas, il y a ça, et on pense effectivement au fait qu'on soit stable, plutôt en bas, puisqu'on voit le lit et que les fenêtres sont bien éloignées et qu'elles arrivent sur le plafond, enfin en tout cas le reflet. Et donc à partir de là, moi j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Et chez Ozu, je trouve que ce qu'on ressent aussi beaucoup, c'est l'influence des frères Lumière. Moi, ça m'a toujours marqué de voir qu'effectivement il y avait le fait de poser cette caméra donnait vraiment l'impression des opérateurs Lumière et de saisir vraiment quelque chose du pays. Et le pays, en l'occurrence, c'était le Japon. Et là, ce qu'on va saisir, c'est le Paris d'une époque, en tout cas la France d'une époque. Mais ce qui est génial avec Melville en règle générale, c'est qu'on saisit la France des années 60, on saisit le film noir, on saisit la guerre, hein, parce qu'on voit bien qu'à chaque fois il est vraiment influencé par ça. Après toute la rafle qu'il va y avoir pendant la nuit, ça nous fait penser évidemment à l'occupation en France. Et puis, on voit aussi l'influence du cinéma japonais, voire du futurisme, parce que quand il va retrouver sa compagne qui est dans une tour, enfin en tout cas un immeuble très moderne avec ses portes, ses portes en verre. Là, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple dans le Cercle Rouge, où là on est vraiment dans un vieil immeuble avec le gardien à l'entrée qui, avec son œilleton, est capable de voir qui entre et qui sort, et qui lui-même décide de qui entre et qui sort. Là, vraiment, on est à la fois dans un Paris très présent, très urbain, très années 60, un peu la vieille France, ce qui est en train de changer complètement avec les années 60, à la fois en termes social et puis aussi d'architecture. Donc vraiment un Paris qui va disparaître. Et puis on est dans ce futurisme. Et donc ça, c'est assez génial. Mais c'est fou comme ta mémoire fait des bonds à chaque fois à travers les films. Mais on va passer parce que la description était extrêmement précise, bravo. Moi, j'ai vu il y a pas longtemps et j'avais même pas tous les détails. On va passer à la prochaine catégorie qui est cinéma et transmission. On t'a demandé de ton travail à Cannes et à d'autres festivals, quel était le film que tu avais préféré montrer, à Cannes ou ailleurs d'ailleurs. Et tu nous as répondu par plusieurs films, mais notamment un qui s'appelle « Quand naîtra le jour », qui est un film pakistanais néo-réaliste, qui date de 1959 et qui est vraiment très beau, je pense, à la séance d'ouverture, enfin la séquence, d'ouverture qui est magnifique. Est-ce que tu peux nous parler de ce film et nous parler de la séance où tu l'as découvert ou alors où tu l'as montré ? Oui, alors en fait, ce qui est étonnant à Cannes, c'est qu'on a toujours l'impression que c'est un
un système clos, alors que c'est pas du tout le cas. On reçoit, c'est très très simple d'inscrire les films à Cannes. Il suffit d'aller sur le site. Dans le cadre de Cannes Classics, par exemple, il suffit de nous envoyer un mail. Vous arrivez, vous êtes sur la page de inscrire un film et vous avez vous contactez l'équipe de Cannes Classics et vous avez un mail où vous pouvez nous prendre contact avec nous. Donc c'est par ce biais en fait que le fils du réalisateur et producteur nous a contacté, nous a envoyé un mail. Donc très simplement, on lui a dit avec quel laboratoire vous travaillez, quelle est l'entité qui pourrait nous présenter le film. Donc c'était la fondation qu'il avait créée. Il nous a envoyé un DVD du film. Et alors là, la découverte est exceptionnelle. Moi, je regarde le film, mais j'ai l'impression de voir un film de cet agitrait qu'on aurait perdu. C'est vraiment exceptionnel. Ce que je découvre est juste fou. Et donc je parle avec lui parce qu'il était, comment dire, très. Vous avez tout type de professionnels en fait qui soutiennent les films. Et lui revenait régulièrement aux nouvelles, mais vraiment de manière très bien élevé. C'était très agréable vraiment d'échanger avec lui. On est en Zoom Taser, on est resté en contact, c'était vraiment exceptionnel. Et donc je vois le film et je me dis il faut que j'arrive à convaincre Thierry qu'on puisse prendre ce film. C'est vraiment exceptionnel ce qu'on peut voir. Ça, c'est un film que la Film Foundation devrait restaurer. C'est exceptionnel. Et donc ils avaient fait restaurer le film chez Deluxe en Angleterre, qui était vraiment un grand laboratoire. Donc la restauration était plutôt belle. Et le film en lui-même vraiment m'émeut aux larmes. C'est cette histoire de paysans pêcheurs vraiment vraiment donne le sentiment qu'il y a toute une partie de la population qui est abandonnée, qui est vraiment sous le sceau d'un asservissement des plus riches, et vraiment le regard de la femme qui est enfermée à la fin chez elle m'a glacé le sang, quoi. C'était vraiment exceptionnel. Et là, je retrouve un peu ce que je vous disais tout à l'heure à propos du cinéma des origines, quoi. J'avais l'impression qu'eux n'avaient jamais vu une caméra. Je pense que c'était le cas, puisqu'il n'y avait aucun technicien en fait à l'époque sur le film qui étaient des techniciens du pays. C'était des techniciens qui avaient été formés à la BBC et qui venaient d'Angleterre, où le réalisateur avait travaillé auparavant. Mais comme ça pouvait être le cas dans bon nombre de productions en Australie, par exemple. Ted Kotcheff, qui a réalisé Rambo, il a travaillé à la BBC avant de revenir en Australie. Donc il y avait quand même, par ce biais du Commonwealth, beaucoup de techniciens qui étaient formés à Londres. Et donc on voit effectivement une grande technicité au début. Les scènes du début en caméra portée dans l'eau, mais sont juste exceptionnelles. Enfin, c'est incroyable de penser qu'il y avait ça. Expressionniste aussi. Oui. À la fois il y a de l'expressionnisme, ça rappelle le néoréalisme italien, avec peu de moyens, une caméra assez mobile, et puis une expressivité des personnages qui est vraiment limite antique. Hein. Pour le coup, c'est ce qu'on voit à l'écran se détacher. Enfin, c'est drailleur, quoi. C'est fou. Moi, je vois ça, je me dis, mais c'est incroyable, un film comme ça, il faut pouvoir le montrer. Et donc, Thierry a accepté, et donc on a pu montrer le film. Et la séance était assez émouvante, hein, parce que ça faisait plusieurs années que le fils du réalisateur essayait de pouvoir montrer cette restauration. Pas tant d'années que ça, puisqu'après les restaurations vieillissent, donc ça devient difficile de pouvoir montrer les films. Mais en tout cas, il essayait de convaincre les grands festivals de montrer le film. Et Philippe Jalado, qui a fondé Les Trois Continents, monte sur scène avec lui et dit c'est incroyable parce que j'ai montré ce film en 2007, on avait retrouvé une copie. Gérald, Thierry, bravo, parce que ça fait des années que je poussais pour qu'on puisse voir effectivement cette restauration. Et donc là, effectivement, il y a eu une séance très émouvante, comme il y en a beaucoup à Cannes Classics. Hein, c'est assez courant, effectivement, qu'il y ait beaucoup d'émotions à la fois de la part des professionnels, des enfants, des artistes qui viennent. C'est souvent empreint d'émotions. On t'a demandé au contraire justement une séance qui a été plus difficile à montrer, et tu nous as parlé de l'Empire des Sens de Nagoshi Oshima, si je ne me trompe pas. Nagisa Oshima, pardon. Et le film a une réputation plutôt sulfureuse en fait, donc pourquoi ça a été difficile et quelle a été la réaction du public ? Oui, alors ce qui a été dur, c'est que la restauration était magnifique, hein, une restauration qui avait été menée par Éclair, vraiment extrêmement belle. Le film est vraiment au cordeau, la réalisation est incroyable, la photo aussi. Enfin, c'est vraiment très très fort. Hein. Au niveau de la mise en scène, c'est exceptionnel. C'est un film qui a beaucoup marqué l'histoire de Cannes, un film qui était à la quinzaine des réalisateurs et qui a été un scandale gigantesque, mais dans le monde entier.
Je me demande si Oshima n'a pas fait de la prison à cause du film au Japon. Il a failli. C'est ça. Donc vraiment, c'était c'est l'impact de la projection à Cannes est vraiment énorme. Et donc le film a une aura sulfureuse, et effectivement c'est toujours le cas des années après, quoi, parce que vous avez des images qui sont extrêmement choquantes, des images pornographiques, et qui vont au-delà de ça, quoi. C'est limite snuff, parce qu'on se demande, snuff, c'est donc des images de violence filmées qui mènent à la mort, et on se demande si effectivement le fait de couper les organes génitaux du personnage principal, son sexe, effectivement sont stimulés ou pas. Enfin c'est très très troublant par rapport à ça, et cette relation qui va de plus en plus loin a vraiment choqué les spectateurs, à mon avis, tout autant que l'époque. Mais il n'y a pas que pour l'Empire des Sens, parce que j'écoutais le Masque et la Plume il n'y a pas très longtemps parlant de l'Aventura, et finalement on était exactement dans les mêmes débats qu'à l'époque où le film est sorti au Masque et la Plume. Donc je pense qu'il y a des films qui sont tellement marquants, tellement choquants, qui vont tellement à l'encontre d'un comportement attendu de la société, que finalement les choses demeurent assez. C'est pas là-dessus, j'étais pas tellement étonné, mais le public n'a pas tellement aimé. On avait programmé le film tard pourtant, parce qu'on a beaucoup de jeunes cinéphiles qui viennent à Cannes Classics, et j'ai beaucoup de remarques après de la part des spectateurs qui me disent que les films sont trop violents, trop éprouvants. Donc ça me semble toujours assez marrant, parce que moi à leur âge j'aurais adoré pouvoir voir des films au contraire choquants, ce qui était le cas dans mon cas, ce qui était le cas à mon échelle, parce que j'avais très très peu de censure de la part de ma famille, donc mes parents étaient extrêmement décontractés par rapport au fait de voir des films où il y a du sexe, où il y a de la violence. On avait très très peu de censure chez moi, donc c'était pas tellement un problème. C'est un film que j'ai vu jeune, je pense que j'ai dû le voir, j'avais 17 ans. Et le fait effectivement de le remontrer à des jeunes cinéphiles, on a bien vu qu'il y avait une force et une imposition d'une certaine sexualité, en tout cas d'une sexualité qui peut être vue comme déviante, en tout cas qui dévie d'une certaine norme pour aller vers la violence, qui effectivement était trop poussée par rapport à ça. Effectivement, dans ces cas-là, le problème c'est que le propos ou les images que l'on voit prennent le pas véritablement sur la mise en scène et sur le film en lui-même, quoi. Donc, mais bon, après, pourquoi pas, on a le droit de recevoir le film comme on veut, comme on peut, en fonction de son éducation, de sa culture, du moment où on voit le film, des conditions de visionnage. Bon, là, ils avaient quand même des conditions exceptionnelles, donc bon, là-dessus... Mais le film peut sembler long, je trouve. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il y a peut-être une opposition aussi, parce que les scènes se répètent, et ça fait un effet de longueur qui peut épuiser, en fait. Oui, mais je pense que c'est voulu. Je pense qu'il y a un épuisement du spectateur qui est voulu. On nous amène vers ça, vraiment. Tous ces rapports sexuels sont éprouvants, épuisants, et on n'éprouve plus de plaisir au bout d'un moment, et le film vous mène vers ce sentiment-là. C'est peut-être ce qui maintient son aspect subversif assez intact finalement. Oui, je suis d'accord avec vous, complètement. On va passer à notre dernière catégorie, qui est celle du film refuge. On t'a demandé si tu avais un film refuge, et tu nous as répondu que tu ne réfléchissais pas tellement comme ça. Alors avant de parler du film que tu as choisi, je voulais que tu nous parles de pourquoi le cinéma pour toi n'est pas un refuge, et pourquoi c'était pas un film refuge pour toi, le film dont tu nous as parlé. Oui, moi je vais pas tellement vers le cinéma comme un isolement. Pour moi, c'est plutôt un partage. C'est pour ça que j'aime ce que je fais, et j'aime le cinéma en salle. J'aime qu'on puisse montrer les films dans une salle. Je trouve ça assez magique. Après, je trouve que c'est super de pouvoir voir les films en DVD, en Blu-ray, en VOD, à la télé. C'est super, vraiment, quand on n'a pas une salle à côté de chez soi, ou quand on n'a pas que le prix d'une place à mettre à ce moment-là, c'est très très bien. Mais je trouve quand même qu'il y a une ouverture vers le monde, et un partage. Pour moi aussi, le cinéma, c'est le fait de communiquer, d'échanger, de rencontrer des gens, quels qu'ils soient, et de pouvoir partager tout simplement ce plaisir de cinéma. Après, on n'est pas obligé de parler de cinéma avec des gens qu'on a rencontrés grâce à des films. On peut parler d'autres choses. Mais j'ai pas tellement pour moi, en tout cas, le cinéma n'est pas, c'est pas une valeur refuge. C'est vraiment, au contraire, un cheminement, une continuité. Aller voir d'autres films, continuer à découvrir, et se réfugier, c'est un peu le cocon, et c'est se mettre une hors du monde, hors des autres. Une couverture sur la tête, et c'est pas tellement comme ça que je fonctionne. Moi, je préfère au contraire y aller, puis voir. Et parfois, ça marche pas, parfois on en prend plein la gueule, mais c'est comme ça. Alors, tu nous as parlé de Rocky, du premier Rocky, qui,
Je vous fais les transitions, c'est incroyable. qui englobe finalement un peu toutes tes obsessions, le corps, un peu le cinéma de genre, la musique, qui est quand même culte. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce film ? Oui, effectivement, je pense que c'est un film extrêmement fédérateur qui, pour moi, rappelle effectivement déjà, il y a un accomplissement. Chez Rocky, il y a le fait de venir de nulle part et de se hisser au plus haut niveau. Et pour ça, malheureusement, malheureusement ou heureusement, ou c'est comme ça, de toute façon, on sait qu'on va en baver. Et pour ça, il faut beaucoup travailler. Se lever tôt, s'entraîner, courir. Manger des œufs crus. Moi, j'ai des œufs crus. Avoir son beau-frère qui hurle. Donc, il y a aussi un aspect que j'adore dans le film, c'est tout cette... Ça, je l'ai compris après. Sur le coup, j'ai pas vu comme ça, mais il y a toute pour moi, il y a une influence énorme du cinéma italien sur le film. Alors, je sais que Stallone est d'origine italienne, mais bon, c'est pas lui le metteur en scène du film. Il l'a scénarisé quand même. Il l'a scénarisé, oui. Donc, je pense qu'il a construit pas mal de choses, mais rien que dans les placements de caméra, quand vous avez les personnages qui s'engueulent à domicile, la caméra qui se recule et qui les laisse s'engueuler dans la chambre, c'est exceptionnel. Enfin, on a vraiment l'impression d'assister à un drame italien, quoi. C'est fou. Et après, pareil, quand lui va quand il y a son entraîneur qui vient taper à sa porte et qui lui va le retrouver, que vous avez la musique qui arrive et qu'on n'entend pas ce qu'ils se disent, vraiment il y a une espèce de pudeur dans le film qui est que je trouve exceptionnelle, tout comme le fait qu'il préfère perdre plutôt que de perdre son amour, quoi. Je trouve ça génial. Franchement, c'est le plus important finalement, et ça c'est extrêmement beau. Et puis effectivement un accomplissement par le corps, et puis retrouver un groupe, il se retrouve il retrouve la force d'aller combattre, d'aller contre la machine, et de prouver que finalement ça a beau être un naze, il est très humain en fait. Oui, puis il va réussir. Et même s'il échoue à la fin parce qu'il gagne pas, c'est pas important. C'est l'amour qui importe. Bah oui. Merci beaucoup Gérald pour cet entretien. On remercie aussi Franck Sescous, Rémi, Xavier, Irène pour nous avoir accueillis dans la belle salle du Cinoche. Puis Gabriel Régnier comme toujours qui nous fait sa très belle musique. Merci. Merci à vous. Un grand merci à tous nos auditeurs et nos auditrices de nous écouter. Si vous souhaitez continuer à nous soutenir, vous pouvez parler de l'épisode autour de vous et le partager sur les réseaux sociaux. Cela nous aide beaucoup et nous permet de pérenniser notre travail. Et pour remercier tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici, voici un petit bonus de l'épisode où l'on peut entendre Gérald donner sa réplique de film préférée. Warriors, come on to play!